Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour parler cette fois images avec l'acquisition que je viens de faire d'un nouveau vidéoprojecteur 4K, le Sony VPL VW270ES, qui remplace mon précédent Sony qui était un Full HD, le VPL HW40ES que j'ai gardé 6 ans avec énormément de bonheur. Une définition donc 4 fois supérieure et avec une technologie propre à Sony, baptisée le SXRD pour Silicon Crystal Reflective Display, le X étant là pour Crystal. Ce système offre des couleurs et des contrastes sublimes que le LCD ordinaire ne peut pas restituer. 3 matrices 4K natives donc, dans les 3 couleurs de base, bien évidemment, le rouge, le vert et le bleu, RVB en français, RGB en anglais. C'est à partir de ces 3 couleurs-là que l'on peut restituer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Évidemment, en cas de légère dérive de l'une des couleurs par rapport aux autres, on peut voir apparaître alors quelques petits défauts, un peu de bleu ou un peu de rouge qui dépasse un peu à gauche ou à droite des objets ou des lignes blanches, mais il y a une fonction dont nous allons parler dans quelques instants et qui permet de corriger cela impeccablement. Il s'agit de l'alignement des panneaux. Mais passons directement à la présentation de ce nouveau vidéoprojecteur. Cela sera suivi par une présentation des réglages de base que j'ai réalisés jusqu'à présent et qui me conviennent déjà très bien. Et voilà le projecteur qui existe également en finition noire. Il est assez imposant, vous en conviendrez, il pèse d'ailleurs 14 kg et peut bien sûr être monté, à l'envers, fixé au plafond par un robuste support adéquat. La luminosité va jusqu'à 1500 ampsilumens et la source lumineuse est une lampe à haute pression de 225 watts. Le lens shift, c'est-à-dire la possibilité de régler en hauteur et en largeur l'image, ce qui est une fonction extrêmement importante et qu'il faut toujours veiller à avoir lorsqu'on installe un système home cinéma. Donc ce lens shift est motorisé de plus ou moins 85% verticalement, c'est formidable, et de plus ou moins 31% horizontalement. Le zoom et le focus sont également motorisés à partir de la télécommande sur la fonction pattern. On peut entrer dans les réglages du zoom, du focus et du lens shift. Notons toutefois que ce projecteur, très étonnamment, ne possède pas de correcteur de trapèze. Il doit donc être bien placé horizontalement devant l'image. C'est dommage et assez difficile à comprendre pour un produit de ce prix. Moralité, rien n'est parfait. Bien, alors nous allons entrer dans le menu. Voilà, j'appuie sur menu et j'ai une première rubrique qui s'affiche avec différents réglages, différents ajustements. Allons-y. La preset calibration, j'ai choisi Cinema Film 2, vous avez différentes possibilités offertes d'origine, des réglages proposés d'origine par Sony. Cinema Film 2 était un preset qui me convenait bien, je l'ai donc choisi. Reset, c'est pour faire un reset précisément, donc réinitialiser vos réglages lorsque vous voulez revenir à la position d'usine. Reality Creation, ça c'est très intéressant. Vous voyez, je l'ai mis sur On. Il y a deux possibilités, deux choses à régler ici. La résolution, il ne s'agit pas d'une amplification ou d'une augmentation des contours de l'image, mais bien d'un réglage fin des petits détails de l'image. Ça permet de rehausser les détails, de donner vraiment une grande précision aux images que vous regardez, et c'est à recommander. Ça peut donner à des vidéos Full HD une petite allure de UHD. Je l'ai donc mis sur 30, il ne faut pas exagérer afin que ça ne produise pas de bruit vidéo, mais sinon c'est très bien. Le filtre de bruit, Noise Filtering, là je l'ai mis également sur On, et je l'ai mis, voilà, je vais rentrer dedans, je l'ai mis sur 20. Si vous avez une source de bonne qualité, il est inutile d'exagérer avec le filtre de bruit parce que ça va rendre l'image éventuellement un peu plus floue, mais tout dépend bien sûr de la qualité des vidéos que vous regardez. Je reviens en arrière, voilà, on a fait tout ça, je continue. Cinemac Black Pro, vous avez deux choses à faire.
il y a moyen d'augmenter le contraste, Contrast Enhancer, je l'ai mis sur low, vous voyez, on peut mettre plus fort, on peut hésiter entre middle et low. High, c'est un peu beaucoup, off, c'est un peu faible, il ne faut pas exagérer, mais donner un bon taux de contraste est un gage de qualité. Voilà, je reviens en arrière et je me retrouve avec le contrôle de la lampe. Là, je ne peux que vivement recommander la position low. Premièrement, ça rend le projecteur moins bruyant puisque la lampe est moins sollicitée, la ventilation fait moins de bruit et en même temps le réglage low augmente la durée de vie de la lampe, ce qui n'est pas négligeable. Vous voyez la position high où c'est plus lumineux, mais croyez-moi sur le low, quand tout est bien réglé, c'est vraiment très très bien. Smooth low, c'est le motion flow et le motion flow est un interpolateur d'images. Vous savez que les images du cinéma, c'est 24 images par seconde, et en fait, pour notre œil, c'est un petit peu, de sorte que lorsque nous regardons un film en 24 images secondes, nous percevons comme des petites saccades entre les images, surtout sur des mouvements assez rapides. Pour éviter cela, vous pouvez utiliser l'interpolateur d'images qui va ajouter des images supplémentaires calculées à partir des images enregistrées et qui va vous donner une image beaucoup plus fluide. Le motion flow en position low, en position high c'est exagéré, mais en position low fait des miracles. Si par contre vous êtes plutôt puriste et que vous voulez vraiment voir votre film en true cinéma c'est-à-dire vraiment les 24 images secondes, vous pouvez évidemment le faire. Tout cela est aussi bien sûr toujours affaire de goût. Moi j'ai opté pour le smooth low. Ensuite, contraste HDR, High Dynamic Range sur 80, brightness, la luminosité sur 60, la couleur, j'ai poussé un tout petit peu à 55 le rendu des couleurs, le Sony a une capacité de rendre des couleurs superbes. Hue, c'est la teinte, elle est en position intermédiaire d'origine sur 50, je la laisse, vous pouvez aller un peu plus vers le rouge ou un peu plus vers le vert, à vous de voir aussi. La couleur, la température de couleur, j'ai opté pour 6500 degrés Kelvin, D65. Vous pouvez aller plus haut, alors votre image tendra davantage vers le bleu, ou vous allez plus bas, elle va tendre davantage vers le rouge. Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres enregistrements, vos presets vous-même, si c'est nécessaire. Moi, je trouve que la position D65 convient très très bien. Je continue. Sharpness, ce sont les détails. La netteté générale, elle est réglée d'origine sur 50. Je laisse cela sur 50. Et puis nous entrons dans les réglages experts, Expert Settings. Je rentre. Il y a deux réducteurs de bruit, dont un réducteur MPEG. On peut les brancher sur automatique. Ils feront leur travail automatiquement. Mais vous pouvez aussi forcer un plus grand ou plus faible système de réduction de bruit. Et vous pouvez également le désactiver. La position auto me donne entière satisfaction. Smooth Gradation sur low, Color Correction sur off. Si vous faites des corrections de couleurs, vous pouvez intervenir sur chacune des couleurs, mais ça demande des outils de calibration très précis. Je ne suis pas encore entré dans ces configurations-là et je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Il faut constater que les réglages au point de vue des couleurs qui sont proposés par Sony au départ sont remarquables. Ensuite, le Clear White, là vous pouvez augmenter un peu le contraste, la puissance du blanc qui va tendre un tout petit peu plus vers le bleu si vous le mettez sur High. Moi, je le mets sur Off. HDR, le High Dynamic Range sur Auto. Vous pouvez choisir différentes positions. Ici, je suis en HDR10. Voilà, vous pouvez forcer le HDR10, mais normalement, il va s'adapter automatiquement. Enfin, vous avez Color Space BT 2020. On a bien du HDR10. Ici, nous n'avons pas d'autre choix possible parce que la source est HDR, pas de problème. Et nous avons, pour terminer, un réglage davantage destiné aux gamers, qui est le Input Lag Reduction, pour rendre la réponse de l'écran plus rapide aux impulsions, par exemple, d'une commande d'une console de jeu, pour qu'il n'y ait pas de retard et que ce soit plus facile pour le jeu. Donc nous pouvons l'utiliser, mais bien entendu pour le cinéma, ce réglage doit être sur off. Voilà, nous avons fait le tour de la première rubrique. Deuxième rubrique, il n'y a pas grand-chose, il y a l'aspect normal, j'ai un
un écran donc de dimension normale, 16:9, mais je pourrais avoir un écran plus large et faire un zoom en 2,35. Vous allez voir, voilà, l'image dépasse évidemment maintenant le cadre de l'écran parce qu'il n'est pas adapté, mais le Sony permet de faire tous ces réglages-là. Donc moi je suis en normal tout simplement, et en blanking c'est pour cacher par exemple des bords qui dépasseraient un petit peu à gauche, à droite, au-dessus ou en dessous de l'image. Je n'ai absolument pas eu besoin de faire appel à cette fonction ici. Je reviens dans les autres réglages, dans les autres possibilités. L'état donc est on bien entendu. Langage, je peux choisir la langue. Ici je suis resté en anglais, mais vous voyez qu'on peut très bien choisir sa langue, le français, le néerlandais, l'espagnol, l'allemand, tout ce que vous voulez. Donc je reste en anglais. La position du menu peut être en dessous à gauche ou au centre de l'écran, vous choisissez. Un mode pour les personnes qui sont à une haute altitude, en montagne par exemple, où la pression atmosphérique est quelque peu différente. Remote Start Off, Network Management, mon projecteur n'est pas raccordé au réseau, donc il n'y a pas besoin de faire appel à cette fonction. Power Saving Standby, le projecteur va se mettre automatiquement en standby s'il ne reçoit pas de message à l'entrée, mais je peux désactiver cette fonction. Elle est par contre, je trouve, très pratique, c'est très écologique. Et Lamp Setting est destiné à réinitialiser le compteur de la lampe lorsque vous l'avez remplacé. Ici, je ne vais évidemment pas le faire, et je peux également faire une réinitialisation de tous mes réglages. Je reviens dans la liste de mes ajustements pour le Dynamic Range. Intéressant, je vais voir que mes deux entrées, il y a deux entrées HDMI sur le projecteur Sony VPL VW270ES, et l'HDMI 1, la 2 n'est pas utilisée, j'utilise la 1, soit est en auto, soit en limited, soit en full. Vous pouvez le laisser certainement en auto si votre matériel le permet. Il n'y a pas besoin de limiter la dynamique à ce niveau-là si ce n'est pas indispensable. L'appareil va faire tout cela automatiquement. Le signal HDMI d'entrée, alors je recommande bien entendu, si votre matériel le permet, lecteur Blu-ray UHD ou bien un PC multimédia comme c'est le cas ici, j'y reviendrai tout à l'heure, je recommande bien entendu le format amélioré, Enhanced, plutôt que le format standard. Ça fonctionne admirablement bien et c'est comme ça que vous aurez les images de la meilleure qualité. Nous revenons, test pattern, ça c'est intéressant parce que ça permet de faire des tests pour régler les images. Voilà, nous allons y entrer tout à l'heure dans une deuxième partie, je vais y revenir tout de suite. Et ici, les settings lock, c'est pour bloquer l'accès aux différents réglages ou pour ne pas le bloquer. Si par exemple vous avez des enfants ou d'autres personnes qui utilisent le matériel et que vous n'avez pas envie que vos réglages soient chamboulés par quelqu'un d'autre et qu'il faille recommencer des étapes qui peuvent prendre assez bien de temps, dont par exemple la suivante, je vais y arriver ici. Donc ici vous avez différentes fonctions qui s'adaptent, qui concernent notamment des personnes qui utilisent une lentille anamorphique, ce qui n'est pas mon cas, donc cette fonction ne me sert à rien. Ceci concerne le récepteur infrarouge, il y en a un devant et derrière le projecteur. Ici, les deux sont actifs pour bien comprendre et bien capter les signaux de la télécommande. Et alors, plus intéressante, image flip, lens control, nous n'avons rien à faire, mais par contre, dans l'alignement des panneaux, ça c'est très important. Il faut savoir qu'un projecteur LCD travaille avec trois matrices différentes. Même ici, si Sony, ce n'est pas un projecteur LCD simple, mais ce sont des cristaux liquides réflexifs, des matrices réflexives, mais peu importe, il y a trois matrices différentes, une pour chacune des couleurs de base, le rouge, le vert et le bleu, à partir desquelles on peut reconstituer, comme je l'ai dit déjà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors il faut savoir qu'au départ, ces trois couleurs séparées doivent être rassemblées pour sortir superposées parfaitement l'une au-dessus de l'autre des autres
par l'objectif du projecteur, et il est clair que cette superposition doit être parfaite, sinon on va voir apparaître des petites dérives de rouge ou de bleu ou de vert autour de certaines lignes blanches. C'est ce qu'on aurait appelé un défaut de convergence jadis sur les tubes cathodiques ou sur les projecteurs tritubes. Ici, nous appelons cela l'alignement des panneaux pour que la superposition soit parfaite. À l'origine, il y a déjà un réglage, un preset qui est pas mal du tout, mais il y a moyen de faire mieux et vous pouvez l'ajuster. Je vous montre comment faire. Vous pouvez ajuster Shift en agissant sur toute la grille que vous allez voir apparaître dans un instant, ou bien vous pouvez ajuster par zone, c'est-à-dire par tout petits endroits, point par point de la grille. Donc c'est extrêmement précis et ça vous permet de faire toutes les corrections que vous voulez d'après la position de votre projecteur et votre environnement, etc. pour que les convergences, pour que la superposition des panneaux soit impeccable. Je vais vous montrer ce que ça donne avec Shift. Je peux ajuster la couleur rouge ou la couleur bleue toujours par rapport au vert. Et je peux demander ici d'avoir une grille qui soit uniquement rouge-verte ou bleu-verte, ou bien les trois couleurs, auquel cas j'aurai du blanc, j'aurai une grille blanche. Je vais choisir cette formule-là pour vous montrer ce que ça donne. Je vais ajuster. Alors qu'est-ce que nous voyons apparaître? Eh bien nous voyons la grille. Alors il faut s'approcher un petit peu. Mon projecteur étant un peu froid, il n'est pas encore, il faut compter quand même 20 minutes, une demi-heure avant que le projecteur soit bien chaud. Et alors certains petits défauts de convergence n'apparaissent que lorsque le projecteur est au début. Donc il est important d'attendre que le projecteur soit chaud après une demi-heure de fonctionnement certainement avant de faire le réglage de l'alignement des panneaux, parce que sinon on risque de devoir recommencer les réglages ensuite au début quand il est froid. Il y a des petites choses qui apparaissent et puis ça disparaît quand on l'a bien réglé à chaud. Alors comme vous le voyez, on peut régler la grille en hauteur ou verticalement ou horizontalement, donc horizontalement ou verticalement, et vous pouvez déplacer le tout. Voilà, par exemple ici, verticalement j'ai augmenté de 2 petits crans la hauteur de la couleur rouge. Si je l'augmente beaucoup plus, je vais le faire exprès, je ne sais pas si ça va apparaître à la caméra, mais vous voyez que le rouge se place maintenant au-dessus des lignes blanches. Donc le bleu est en dessous et le rouge apparaît au-dessus. Donc ce n'est pas bon. Ça provoque un désalignement des panneaux. Il faut corriger cela. Et je vais le corriger en me mettant sur la position 2 que j'ai réglée quand j'étais bien à chaud et que le projecteur était donc en parfait état de fonctionnement pour avoir les meilleures convergences possibles. Ne vous inquiétez pas si la grille dépasse quelque peu l'écran, c'est dû au fait que le Sony est donc conçu pour projeter des images plus larges. Je vais revenir à mon menu précédent, voilà, je ressors de cela, et encore une fois, possibilité de revenir au réglage de base et à réinitialiser, possibilité de réinitialiser le tout. Je continue, je vais revenir dans mon choix général des différentes rubriques et la dernière rubrique s'intitule Information et là vous avez le modèle, vous avez le numéro de série, la résolution et le taux de rafraîchissement actuellement diffusé. Nous avons du 3840 sur 2160 à raison de 24 images secondes. Nous sommes en format RGB, BT 2020, donc c'est le HDR. Nous avons le HDR10. Le numéro de software est de 2100. Il y a moyen de procéder via une clé USB à certaines mises à jour qui sont donc disponibles sur le site Sony régulièrement lorsqu'on a besoin de le mettre au goût du jour, comme on dit. Et enfin, vous avez le timer, le lamp timer, le compteur de temps, le compteur d'heures de fonctionnement de la lampe. Et ici, nous sommes à 305 heures. Nous avons encore tout le temps puisque cette lampe peut facilement atteindre environ 6000 heures de fonctionnement lorsqu'elle est utilisée en mode low, donc en mode économique. Voilà, nous avons fait le tour des différents réglages possibles sur ce lecteur, sur ce vidéoprojecteur Sony. Je joins à cette vidéo les références d'une autre vidéo que j'ai réalisée qui répond à la question comment faire d'un PC un lecteur multimédia qui peut fonctionner de manière extraordinaire.
J'explique quels sont les programmes que j'ai utilisés, comment les installer, comment les régler et comment arriver donc à partir d'un PC Windows à faire un bon lecteur multimédia. Dans cet exposé, je parle de Windows 7, je partais de Windows 7. Évidemment, si vous avez un projecteur HDR comme c'est le cas ici, nous allons montrer cela dans un instant, il faut passer à Windows 10. Pour bénéficier du High Dynamic Range, il faut passer à Windows 10, ce qui ne pose absolument aucun problème. Mais je commence tout d'abord par vous montrer une petite chose à ne pas oublier à faire dans MadVR. Si vous regardez l'autre vidéo, vous allez voir de quoi il s'agit. C'est un petit programme excellent qui traite les images de manière sublime. Il ne faut pas oublier de modifier la résolution que vous allez demander à MadVR de restituer. Il ne s'agit plus, comme dans mon exposé précédent, de 1080p, mais il s'agit bien évidemment de 2160p. Sinon, MadVR va limiter la reproduction de l'image envoyée au vidéoprojecteur à la Full HD, alors que votre vidéoprojecteur ne demande pas mieux que de recevoir de l'UHD. Donc n'oublions pas de changer pour toutes les résolutions 23, 24, 25, 59, 60, de changer le 1080 en 2160. Un petit truc bon à savoir si vous travaillez à partir d'un lecteur multimédia, c'est d'aller dans votre carte graphique. J'utilise ici une carte graphique NVIDIA. Donc pour arriver dans le panneau de configuration, il suffit de faire un clic droit, d'aller dans panneau de configuration NVIDIA et la fenêtre que voici va apparaître indiquant la résolution et le taux de rafraîchissement. Ici, on est à 23,976 images secondes. C'est la fréquence la plus utilisée des Blu-ray. Parfois, c'est 24 images secondes exactement. D'autres DVD notamment travaillent en 25 images secondes, 25 images progressives ou 50 images entrelacées. Et donc, cela permet de vérifier cela. Donc, vous avez la résolution ici, vous avez le taux de rafraîchissement. Je peux aller un petit peu plus bas et je peux tout simplement laisser ici utiliser les paramètres de couleur par défaut. Je vais revenir dans une petite seconde à propos du HDR sur un petit réglage à ne pas oublier. Mais dans la rubrique numéro 2 de votre panneau de configuration NVIDIA, vous avez les couleurs, vous pouvez intervenir sur les couleurs. Alors le HDR c'est très très bien, mais les projecteurs ont parfois tendance à présenter les choses avec beaucoup de contraste, ce qui est excellent, magnifique, mais cela provoque parfois le petit inconvénient que certaines zones sombres sont un peu trop sombres et qu'on n'y distingue plus correctement les détails. Alors là, vous pouvez intervenir sur votre carte graphique ici et dans Gamma, au lieu de prendre la position 1.0, comme c'est le cas au départ, vous l'augmentez un tout petit peu, pas trop, 1.10 c'est suffisant et ça va permettre de faire ressortir un tout petit peu mieux les détails dans les zones sombres sans pour autant griser l'image et nuire à un bon contraste. C'est un petit conseil, c'est un petit truc supplémentaire. Enfin, je vais arriver dans la dernière partie de ce qu'il y a lieu d'expliquer, c'est ici, je vais aller dans mes paramètres de Windows, donc je clique sur paramètres, je vais centrer mon image de façon à ce qu'elle soit bien devant vous, voilà. Je vais, une fois que je suis ici, je vais dans Système, Affichage, Son, Notification, Alimentation, je l'ouvre, je vais dans la rubrique Affichage, et dans la rubrique Affichage, je dois m'assurer que HDR est bien activé, qu'il est bien utilisé. Sinon, que va-t-il se passer? Bien, je n'ai plus du HDR, mais j'ai du SDR, la définition standard BT709. Or, le but, c'est évidemment d'avoir le HDR, donc je vais utiliser HDR. Je peux aller dans les réglages de Windows Color, et je vais le faire dans un instant lorsqu'il aura remis, voilà, je vais dans les paramètres de Windows HD Color, voilà, j'y entre, et là je vois en effet que diffuser la vidéo HDR en continu, oui, utiliser HDR, oui, utiliser des applications WCG, oui, tout ça c'est très bien, c'est ce qu'il faut, et donc ici on a bien permis
à l'ordinateur de traiter les vidéos HDR et en résolution UHD. Ce sont des petits réglages à faire et à ne pas négliger bien entendu si vous partez d'un PC comme lecteur multimédia. Merci de votre attention, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. N'hésitez pas à me donner un petit si vous avez appris quelque chose et si vous l'avez trouvé intéressant. Sinon, disons que ça restera entre nous. Voilà. Pour le reste, eh bien, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vidéos et pour d'autres sujets. Je suis toujours à l'écoute de vos questions et suggestions constructives et je vous souhaite bonne continuation et portez-vous bien.